un échange entre la réalisatrice, donc Mariana Otero, qui est avec nous sur ce week-end. Donc bah, voilà, si vous avez des impressions, des réactions, des remarques. Bonsoir. Déjà, merci pour la deuxième fois voir ce film. J'avais vu une salle à l'époque quand c'était sorti. J'ai oublié à quel point les images étaient très marquantes. C'était peut-être effacé de mon esprit. La question qui s'est posée là, c'est en fait sa carrière, elle a duré combien de temps? Enfin, il a été photographe pendant combien de temps? Il a été photographe de 1965 jusqu'en 1910. Donc en fait, c'est un laps de temps extrêmement court. Ouais, c'est vraiment une météore. Il est passé comme ça très très vite, il a eu le succès. Là où d'autres photographes à l'époque devaient vraiment travailler beaucoup, enfin, ça venait vraiment au long de plusieurs années. Lui, tout de suite, puisqu'il est allé, dès qu'il est rentré à l'agence avec Depardon, tout de suite on lui a proposé d'aller photographier la guerre des 6 jours. Et du coup, ça l'a propulsé très très rapidement. Et puis il a commencé à faire tous les grands conflits. Et il est devenu très très célèbre, très vite, très demandé. Et il a énormément travaillé. Il passait, je crois, quasiment pas de temps hors travail. C'était vraiment. Donc c'est très court. Ouais. Bonsoir. Je serais curieux de savoir dans quelles circonstances et pourquoi vous avez rencontré Vincent Lemire. Parce que il va rédiger donc au pied du mur. Ouais. Et là, dans le film, enfin dans votre documentaire, on a l'impression qu'il découvre le sujet de la destruction par Israël du quartier maghrébin. Et donc, comment ça s'est fait cette rencontre? Parce que manifestement, il ne connaissait peut-être pas encore son sujet. Il le connaissait déjà, il était en train d'écrire en fait un livre, le livre, il était en train de l'écrire. Au moment. En fait, je cherchais, pour cette séquence, je voulais quelqu'un qui puisse. En fait, pour chaque séquence, en fait, chaque reportage qui allait dans le film, je voulais inventer une manière de l'aborder différente. Parce que sinon, le film aurait été très répétitif, quoi. Si à chaque fois qu'on abordait un nouveau reportage, j'aurais utilisé la même manière, par exemple, comme j'ai fait avec les photos de 1968, ça aurait fait vraiment un film un peu. Enfin, très vite, le spectateur aurait décroché, quoi. Donc, il fallait à chaque fois que j'invente une nouvelle manière de rentrer dans le reportage, mais une façon qui soit cohérente, enfin qui soit en cohérence avec le reportage lui-même, enfin trouver quelque chose, et donc qui soit aussi en cohérence avec aussi les questions que je m'étais posées quand j'avais vu le reportage. Et donc pour Israël, je m'étais dit, qui était un reportage qui avait été très compliqué à mettre en ordre, parce que je ne sais pas si vous avez bien compris, enfin, il y a eu un travail colossal avant de faire le film, où j'ai tout remis en ordre les photos. Puisque à l'époque, les agences de presse recevaient les pellicules, mais ils mettaient des numéros arbitraires en fait aux pellicules. Et donc moi, quand les numéros, quand j'ai eu les planches contact et les photos numérisées, en fait c'était dans le numéro 3484, n'était pas forcément avant le 3405, enfin, comme je le montre avec la photo, les deux planches contact de Cohn-Bendit. Donc, pour chaque reportage, moi, avant tout, il fallait que je remette tout en ordre. C'était un travail de fou, en fait. En fait, je ne savais pas que j'allais m'engager dans un travail comme ça. Je ne sais pas si j'avais su, si je l'aurais fait, tellement c'était dingue, quoi. Il a vraiment fallu que j'accroche les photos sur les murs, que je récupère des cartes, des vieilles cartes, que je lise énormément là-dessus. Et même comme ça, c'était hyper compliqué, quoi. C'était pire qu'un puzzle dont on ne connaît pas on ne sait même pas ce que ça représente, quoi. Enfin, vous voyez, c'était vraiment un très très bon travail. Et pour Israël, c'était très complexe, en particulier pour Jérusalem, parce qu'en plus la ville de Jérusalem, j'y suis jamais allée. Ça a énormément changé depuis, la preuve d'ailleurs. Et donc c'était très très dur de remettre en ordre. En plus, on voit bien qu'il a fait plein de tours et tout, donc moi j'arrivais pas. Et je m'étais dit, j'aimerais vraiment, pour compléter, comprendre vraiment ce qu'il a fait là-bas, de trouver un historien qui m'explique le trajet précis qu'il a fait là-bas. Surtout, je trouvais qu'Israël, en plus, on voit bien, c'est un sujet malheureusement qui est extrêmement brûlant, et je voulais vraiment avoir une connaissance précise. Donc un historien qui soit à même de comprendre les photos de Gilles Caro. Mais c'était pas évident parce que... alors, je voulais quelqu'un, en plus, qui soit cinématographiquement intéressant, qui soit pas... Enfin, je voulais pas quelqu'un je voulais quelqu'un de passionné, bon.
Et puis, Vincent Lemire, quelqu'un m'en a parlé, et je l'ai rencontré, j'avais jamais lu ses livres, rien, je savais à peine qui c'était en fait. Simplement, je suis arrivée dans un café, je lui ai montré une photo, et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que vous me diriez sur cette photo? Et il a regardé, donc c'était une photo de Jérusalem, évidemment. Il m'a dit, ben voilà, moi, vu la pierre, vu l'endroit, vu le soleil huilé, l'ombre, etc., moi, je dirais que c'est dans cette rue, que c'est à tel moment, enfin, je me suis dit, waouh, il est génial, quoi. Je vais lui montrer les photos, et il va savoir où ça a été fait, etc. Et je lui ai dit, bon, bah d'accord, rendez-vous dans 6 mois, à tel endroit, et il me dit, bah quoi, je vais pas voir d'autres photos? Je dis, non, je vais, vous découvrirez, quoi. Donc en fait, quand il arrive dans cette... et moi, je ne savais pas encore qu'il avait écrit sur le quartier qui est juste devant le mur, quoi. Ben, je pense, pardon, excusez-moi, mais il va écrire après. Non, il était déjà en train d'écrire. En fait, il était déjà... Sur l'année dernière. Comment? Son bouquin sort l'année dernière. Oui, sauf que lui, il travaille dessus, c'est sa thèse en fait, hein. C'est sa thèse de HDR, donc ça fait 10 ans, enfin 8 ans qu'il travaille dessus. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il lui manquait un chapitre dans son livre qu'il n'arrivait pas à écrire, et c'était justement le chapitre de l'arrivée de l'armée israélienne. Donc il y a une espèce de rencontre comme ça absolument incroyable. Et donc quand il arrive dans cet atelier, qui est un faux atelier, qui est un endroit... Enfin, c'est évidemment pas mon bureau, quoi. J'aimerais bien avoir un bureau comme ça, mais quand on fait le documentaire, on a des bureaux comme ça, hein. On n'est pas du tout... voilà. Donc c'est Yannick qui est peintre et qui m'a prêté, donc on a tout repeint, tout refait, tout installé pour en particulier cette séquence. J'ai accroché toutes les photos dans l'ordre que j'avais reconstitué, voilà. Et donc quand Vincent Lemire arrive, je veux dire, c'est comme un... Enfin, il est fou, quoi. Enfin, pour lui, c'est génial, quoi. Tout d'un coup, il comprend qu'il va voir quelque chose. Il connaissait un peu les photos de Caron, mais pas tout ça, quoi. Donc, parce que personne ne les connaissait dans le... On connaît les photos qui ont été publiées, mais pas les autres. Et donc, il est hyper heureux de pouvoir voir ça. Enfin, c'est d'où son excitation, l'émotion. Et c'est ça qui comptait pour moi. C'est que je voulais pas quelqu'un qui me donne... de l'information, du savoir. Je voulais quelqu'un qui communique comme ça sur le plaisir que moi-même j'avais eu à découvrir, à comprendre les choses, enfin, et donc je voulais que lui aussi il traverse ça, quoi. Et donc quand il voit, et qu'il voit la photo en particulier du quartier, et qu'il dit ça, c'est la dernière photo, c'est parce qu'il connaît très très bien déjà le sujet, quoi. Et il dit ça, c'est la dernière photo qui a été faite du quartier Maghrana parce que 6 jours après, etc., quoi. Donc c'était vraiment une rencontre extraordinaire avec Vincent Lemire, parce que lui, il avait besoin de ça pour finir son livre. Et d'ailleurs, dans son livre, il parle, le chapitre, il fait référence au film, enfin au tournage du film, en fait, qui lui a permis de compléter le chapitre sur le moment, justement, de la destruction et les quelques... parce que ces photos, en plus... qui ont à voir avec le fait qu'on vide de ses habitants toute une partie de Jérusalem, toutes ces photos-là, en fait, elles n'ont quasiment pas été publiées, quoi. Évidemment, ça c'était une partie qu'on avait un peu cachée. Et alors, ce qui était le plus incroyable, c'est que mon assistante, elle est d'origine israélienne, enfin, elle est venue, elle avait refusé de faire le service militaire d'ailleurs, enfin, c'est très compliqué d'ailleurs de refuser, et elle était venue vivre, donc elle vit maintenant en France. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'elle connaît quand même très très bien l'histoire, etc. Et elle ne savait pas qu'il y avait un quartier maghrébin devant le mur. Même elle ne savait pas. Quand elle a vu ces photos, elle a dit, Arina, c'est quoi ça? C'est quoi ces photos de... Mais c'est pas possible. Je dis, bah ouais, mais c'est dingue, on nous apprend absolument pas ça. Elle a téléphoné à toutes ses copines là-bas pour savoir, et la plupart des gens ne savaient pas. Comment s'appelle le livre de Vincent Lemire? Au pied du mur. Ah, d'accord. Et il a fait une bande dessinée aussi. Voilà, et puis là, actuellement, il est à la radio énormément, puisque avec les événements, on l'a beaucoup invité. Il a beaucoup répondu. Parce qu'en plus, il a travaillé à Jérusalem. Juste après, il était directeur d'un centre de recherche à Jérusalem. Mais ça, c'est pour moi la séquence dans le film. J'ai énormément, enfin pour moi c'était vraiment un moment très très important du tournage, et non seulement parce que je savais que ce qu'il allait raconter ça allait sûrement être important, mais en termes cinématographiques c'était vraiment quelque chose de passionnant pour moi, c'est-à-dire tout mettre en place, ça c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est-à-dire mettre en place donc, tout cet atelier,
cette frise sur les murs, la lumière, pour que la chef-op puisse filmer pendant longtemps, parce qu'on a tourné 8 heures quasiment, hein, c'est un tournage de fou, quoi. Évidemment, malheureusement, il n'y a que ça, mais moi, c'était extraordinaire, quoi, tout ce qu'il a raconté. Et en même temps, j'ai pris donc, un risque incroyable, c'est-à-dire que je prépare tout, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va dire. Mais en même temps, c'est parce qu'il n'a rien vu que la séquence est formidable. C'est-à-dire que j'aurais pu me rassurer en me disant bah, je vais lui montrer tout, et puis comme ça je vais être sûre qu'il a des choses à dire. Mais si je suis sûre, ok, je serais sûre, sauf qu'après, il n'y aurait plus d'émotion. Il arriverait, il réciterait ce qu'il... Et d'ailleurs, au départ, il m'avait dit est-ce que je fais comme je fais à la télé? Parce que bon, c'est vrai qu'il intervient souvent. J'ai dit non, surtout, si tu as envie de dire des choses, tu parles. Si tu n'as pas envie de parler, tu parles pas. Si tu n'as rien à dire, tu parles pas. Si tu veux réfléchir, t'asseoir pendant 10 minutes et réfléchir, tu réfléchis. Enfin voilà, il n'y a aucune obligation de résultat. Il y a. Voilà, oui, on voit donc tout le travail de montage, parce que moi qui découvre le film, ouais. Et donc il avait reconnu Vincent Lemire, parce que je l'ai vu donc souvent à la télé, ouais. Et j'étais épaté, parce que je trouve que la prise de vue rend sa stupéfaction par moment. Ouais, hein, quand il suit, il dit, et vous qui connaissez parfaitement le déroulé des photos, il vous dit, mais quand il est rentré à cette porte-là, s'il avait pris à gauche, il serait arrivé directement à Rame, et puis vous lui montrez la porte. Ouais. Donc vous connaissez parfaitement, et lui, il est épaté, il reconstitue la scène. Ouais. Donc le travail de montage est... Et la chef-op aussi, Hélène Mouvard, c'est une super grande chef-op, qui fait de la fiction beaucoup. Alors j'ai travaillé aussi avec elle sur l'histoire d'un secret, un autre film que j'ai fait, où il y a une scène un peu équivalente à celle-là, en fait, avec une femme qui... Enfin, c'est équivalent, oui, c'est un peu le même principe, évidemment ça n'a pas grand-chose à voir, puisque c'est... Donc l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire d'un secret, c'est un film que j'ai fait sur ma mère qui était peintre, et qui est décédée très, très jeune, et donc je montre tous ces tableaux à une restauratrice d'art, en fait, pour qu'elle me parle de sa peinture, du geste, en fait, et qu'à travers les traces sur le tableau, je puisse me représenter ma mère, d'une certaine façon, qui est morte quand j'avais 4 ans. Et là, c'est un peu le même principe, mais bon, beaucoup plus pointu, puisque... Mais donc c'était aussi Hélène Mouvard qui a fait l'image de ce film, et l'idée, c'était vraiment ça, c'est-à-dire, je lui disais, voilà, enfin, je lui avais expliqué avant, parce qu'après, elle a tourné pendant 5 heures non-stop, c'est quand même épuisant. Je lui ai dit juste, voilà, essaye d'avoir, ce qui est très compliqué, à la fois, quand il pointe du doigt le petit détail sur la photo, ce qui est quand même, pour avoir le point là-dessus, c'est super compliqué, et en même temps, essaye d'avoir des plans larges, où on le voit bouger dans cet espace, et où on le voit réfléchir, parce que j'imaginais qu'il allait aller d'un endroit à l'autre pour voilà. Et donc elle est géniale, cette chef-op, et elle a réussi à avoir justement ça, à la fois les mouvements où on se croise comme ça. Bon, évidemment, après, il y a tout le travail de montage, hein, effectivement, qui fait qu'on a retenu tous ces moments qui donnent effectivement cette émotion. Quoi, donc à la fois, on est dans le plaisir de comprendre, et en même et on l'a parce qu'on s'identifie, on est avec lui, quoi. On est dans ce... Et quand il... Alors bon, j'ai appris énormément de choses, et par exemple, quand il dit que les soldats israéliens portent en fait les uniformes que les Français portaient pendant la guerre d'Algérie, sachant que Gilles Caron, la guerre d'Algérie, pour lui, ça a été un traumatisme énorme, mais c'est sûrement au départ du fait qu'il devient photographe. Quand il me dit ça, je me dis, mais c'est dingue, quoi, c'est hallucinant, quoi. Voilà, et tout ça, je ne le savais pas du tout, en fait. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Il y a des choses que je savais, évidemment que je me gardais bien de dire, je faisais un peu l'innocente, et puis des choses que je ne savais pas du tout. Il y a Théo Veslan qui parle de similitude dans la colonisation. Effectivement. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi Gilles Caron? Eh ben, c'est vraiment ce que j'explique dans le film. Il n'y a pas plus que ça. En fait, vraiment, moi, tous mes autres films, ça n'a pas du tout à voir avec... j'ai jamais travaillé sur la photo. J'adore la photo, évidemment, puisque j'adore voir... Enfin, voilà, mais je ne suis pas une connaisseuse, et surtout pas du photoreportage, en fait. Donc c'est vraiment un ami, enfin, c'est devenu... c'est Jérôme Tonnerre, donc, qui est un scénariste de fiction, hein, qui a vraiment, voilà, qui a confié ce livre. Et je me dis, mais pourquoi Enfin, moi, j'ai rien à voir avec ça, je n'ai jamais sorti plus loin que la Belgique, on va dire. Et
mon seul événement, ah ben je l'avais même pas encore fait en plus, c'était l'Assemblée, le seul événement c'était le début que j'ai filmé. Sinon, moi je suis plutôt, je filme la vie un peu ordinaire des gens, je suis plutôt sur les collectifs, l'histoire, enfin l'intime, comme ça, enfin pas du tout. Et je me disais, mais pourquoi il pense que ça peut m'intéresser? Et c'est quand je lis le livre et que j'arrive à la fin, et que je comprends qu'il a disparu, et que je vois ses planches contact avec ces deux petites filles, enfin l'âge correspond, enfin il y a plein de trucs, je me dis, et puis il a disparu quoi, et je pense que ça c'est cette absence comme ça, moi ça c'est quelque chose que j'aime bien travailler en cinéma, enfin c'est l'histoire d'un secret un peu dans la même... voilà. Et du coup c'est ça qui m'a, en fait c'est plus son absence et le fait qu'il y ait comme trace que ces photos, ça m'a accroché. Alors au début je m'étais dit je vais plutôt faire un film sur la disparition, et puis avec ses filles et tout ça. Puis en fait ces filles n'ont pas du tout envie, Et c'est là, et elles m'ont confié le disque dur avec ces photos, et j'ai vu ces deux planches contact. Et quand j'ai compris, qu'en les mettant dans l'ordre, parce qu'au début j'ai cru qu'elles étaient dans l'ordre, elles n'y étaient pas, donc j'étais un peu frustrée. Puis quand j'ai mis dans l'ordre et tout d'un coup j'ai compris, je me suis dit c'est génial en fait, dans ce disque dur, il y a tout son travail. J'ai la possibilité de comprendre comme ça le regard d'un... Évidemment, il y a quand même des points communs entre un photoreporter et un documentariste. On a quand même des points communs, même si effectivement je ne suis pas du tout sur le même terrain ni rien. Il y a la façon d'être dans l'espace, par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe. Évidemment, il y a des choses, des questions que je me pose comme lui. Enfin, donc forcément, je me suis dit, c'est génial en fait. Donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis engouffrée dans ce sujet. Et du coup, quand tu arrivais avec ce projet chez les filles de Jules Caron, comment elles ont réagi? Parce qu'elles le disaient elles-mêmes, qu'elles commençaient juste à sortir la tête de l'eau, qu'elles n'ont jamais travaillé, à part avoir créé la fondation et puis avoir remis un peu les choses au même endroit. Elles n'avaient jamais touché au disque dur, je dirais. Donc elles ont réagi comment? En fait, il y en a une des deux qui ne veut plus entendre parler du tout de son père, enfin de son travail comme photographe. Enfin, pour elle, son père, il n'aurait pas dû partir, donc elle lui en veut. Et elle est institutrice et elle n'est pas du tout dans le... Et l'autre, donc celle qu'on voit dans le film, Marjolaine, elle est vraiment dans la photo, la création, enfin elle a plutôt suivi le chemin de son père, même de façon très détournée, mais quand même. Et donc elle était vachement intéressée, mais voilà, elle m'a dit, tu t'en occupes, moi je sais pas faire. Voilà. Je sais pas, ou je veux pas. Non, je veux pas. Elle voulait pas. Elle dit j'ai pas envie de passer mon temps là-dedans, j'ai pas envie, j'aurais l'impression de plonger. Elle voulait pas. Mais elle avait envie que quelqu'un le fasse. Elle était super contente que je le fasse. Quoi. Mais elle n'avait pas du tout envie de le faire elle-même. Parce qu'elle dit ça va. Puis elle a un travail à faire, elle a ses propres créations. Et donc elle n'avait pas du tout envie de faire ce que je... Ceci dit, elle ne savait pas du tout ce que j'allais faire. Et là, c'est quand même assez génial. C'est-à-dire que Marianne, son épouse non plus, Marianne Caron, beaucoup de gens de réalisateurs m'avaient demandé de faire un film, et elle n'avait jamais voulu. Et moi, elle a bien voulu parce qu'il y avait Histoire d'un secret, justement. Et qu'elle me disait, ça me... Ouais. Puis je lui ai dit, moi, je ne vais pas trop rentrer dans l'intimité, je ne vais pas... Ton histoire d'amour avec lui, tout ça, je ne vais pas aller chercher là-dedans, je ne vais pas... Mais elle m'a fait totalement confiance, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je lui aurais pas parlé du scénario, je leur ai pas dit comment j'allais travailler. Bon, elles savaient que j'en mettais en ordre, que j'essayais, mais elles ont accepté, Marjolaine et Marianne, de ne pas lire le scénario. Et, parce que je leur ai dit, si je vous montre le scénario, si je vous montre comment je vais, vraiment ce que je vais faire et tout, j'ai peur qu'après, quand vous voyez le film, si j'ai enlevé des choses, vous soyez déçus. Donc je préfère que vous ne sachiez rien. Et le financement était très très long, donc elles ont attendu très longtemps. Et elles ont été super patientes. Et donc la Fondation Caron, il y a vraiment un endroit où tout est entreposé. Oui. Tu as eu accès à ils tout ont ça. Numérisé, en fait, ils ont numérisé, c'est un disque dur, vraiment, c'est ça. Ils ont tout numérisé, et maintenant c'est bien entreposé. À l'époque, pas trop, mais là maintenant, ça y est, c'est vraiment... Et ils font des expos Alors, ils font des expos. Alors, le truc, ce qui est très dommage, c'est que, évidemment, le film est sorti 6 semaines avant, il est sorti en janvier, puis après, il y a eu le Covid 6 semaines après. Et or, en fait, on avait dans l'année pas mal d'expos prévus, de grandes expos. sur les différentes périodes. Ouais, des fois des expos sur toutes les périodes. Enfin, on avait pas mal de musée de Reims, tout ça, ça a été...
est-ce qu'on a su ce qu'il était devenu? Ben, c'est Ah non. On n'a pas trouvé le corps, parce qu'il a été enlevé. Non, on saura jamais. Alors, c'est vrai que ça aussi, à un moment donné, j'ai pensé peut-être, évidemment, au début, je me suis dit, je vais enquêter là-dessus, mais en fait, j'ai vu qu'il n'y a rien à trouver, rien. Apparemment, c'était pas le premier qui... Oui, voilà, il y en a plein d'autres qui ont disparu, on ne saura jamais. C'est pas la peine d'aller chercher. Il n'y a rien à trouver. Gilles Caron est dans ses photos. Voilà. Il n'est pas. Et son corps, j'espère que je l'ai fait sentir dans ses photos. C'est aussi pour ça que je me suis intéressée à la manière dont il bougeait tout, parce que je me dis, son corps il est là, quoi. Son corps il est. Enfin, moi ça me fascine, ça, qu'on puisse retrouver quelqu'un à travers son œuvre comme ça et arriver quasiment à le toucher, quoi. Enfin, sans qu'il soit là, quoi. C'est ça que je trouvais. Il est là, quoi. Il est derrière ses photos, quoi. Il suffit de bien les regarder. Si on les regarde dans l'ordre, si on les regarde bien, si on les analyse, là, on est presque là avec lui au-dessus de son épaule, on est quasiment. C'est ça. C'est ça qui m'a. Ouais, c'est ça. Et voilà, et dans le film sur ma mère, j'avais déjà un peu travaillé ça, et c'est vrai que je trouve ça fascinant, quoi, d'arriver. C'est pour ça d'ailleurs, parenthèse, parce que vous avez peut-être vu le film et peut-être vous l'adorez, Little Girl Blue, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Marion Cotillard, tout le monde parle, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non, j'ai pas vu le film, j'ai lu le livre. Ouais. Oui, alors ça n'a. Voilà. Bon, là c'est une fille. Non, je dis juste ça parce que c'est vrai que c'est une fille qui va rechercher sa mère qu'elle a connue là, par ailleurs, mais elle l'a fait jouer par Marion Cotillard. Bah, pour moi, ça c'est l'inverse de ce que j'aime faire. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime faire, c'est pour les gens qui sont plus là, c'est pas d'aller les faire représenter, les faire jouer. C'est pour ça que je fais du documentaire. Moi, je ne fais pas énormément de documentaires. Je suis faire exister. Bah oui, voilà, et garder le mystère de l'absence, quoi. Parce que c'est avec ça qu'on vit. On vit avec l'absence et en même temps, on peut la rendre un peu présente par le cinéma, par voilà. Autrement, c'est un polar. Bah autrement, c'est voilà. Moi, je suis plutôt, j'aime pas trop faire semblant. J'aime pas le on dirait que. J'aime le comme ça. Non, il a été plus ou moins répondu. Et comment est venue l'idée de votre mère qui intervient dans la narration, ce parallèle entre votre mère et... Parce que, en fait, parce qu'il est au départ du film. Alors c'est vrai que mon producteur n'était pas pour. Hein, c'était un peu il disait mais non, faut pas. J'ai dit oui, mais moi, plus je fais des films, parce que ça fait quand même 30 ans que j'en fais, plus le processus pour moi de réflexion et de travail il est important à mettre dans le film. C'est-à-dire, plus je m'éloigne du voilà, déjà avec la fiction, je me suis éloignée, enfin en faisant pas de fiction, je me suis éloignée du on dirait que, on fait semblant que. Et même dans un documentaire, j'ai pas envie de faire semblant, c'est-à-dire j'ai pas envie de. Si j'avais pas dit comment j'étais arrivée à Carnon, c'est-à-dire à travers l'histoire de ma mère, enfin à travers la similitude, bah quoi, je suis pas une spécialiste, je suis pas historienne, je suis pas. Et donc je me dis que, enfin moi je trouve important, en plus c'est l'histoire d'un regard, qu'on comprenne mon regard aussi. Et mon regard il est teinté de ça, et en plus il est teinté de cette histoire que j'ai avec la disparition, justement, avec l'absence. Et c'est pour ça que je m'y intéresse, donc je pense que c'est important de le dire, parce que je pense que je ne ferais pas le même film si je n'avais pas eu ça au départ. Et puis en plus, on voit bien, dans tout le film, on voit bien que les photos, c'est ça, c'est à la fois de l'intime, très fort, et puis en même temps quelque chose qui a à voir avec l'histoire, beaucoup plus universelle, les événements, l'actualité, etc. Mais c'est toujours à la croisée. Par exemple, les deux sœurs en Irlande, ben, il s'avère qu'en fait ces photos, qui sont des photos d'actualité, enfin qui sont devenues des photos historiques vu que le temps a passé, ben, il n'empêche que pour elles, c'est des photos de famille, quoi. Ce qu'elles vont chercher, c'est leur frère sur ces photos, quoi. C'est pas... Et donc, on est toujours à la croisée, toujours, enfin, dans toute œuvre d'art, on est à la croisée de quelque chose d'intime et de quelque chose qui évidemment le transcende et le sublime, et heureusement, et qui a à voir avec quelque chose de plus... Donc moi, j'avais envie que... J'avais pas de raison d'exclure ça du film. Moi, je me suis dit, je le mets, voilà, en essayant de doser, et pas en mettre trop, etc. Mais par exemple, les photos de mai 68, bah, c'est vrai que je ne pouvais pas les regarder.
Alors qu'est-ce que j'allais faire? J'allais tout passer mai 68, et pas pareil mai 68, en faisant... alors que c'est quand même un moment extrêmement important dans son travail, mais j'allais pas me forcer à faire quelque chose. Voilà, enfin moi je me dis, bah, je vais dire pourquoi je ne peux pas regarder ces photos de mai 68. Donc ça a impliqué aussi le début, enfin oui. C'est mai 68 qu'il a rendu connu. Hein. Alors, internationalement, c'est d'abord la guerre des 6 jours, quand même. Ah oui, oui. C'est la guerre des 6 jours. 67. C'est la guerre des 6 jours. Et puis, effectivement, mais ceci dit, la photo de Cohn-Bendit, c'est avec le temps qu'elle est devenue vraiment très très célèbre. Ouais. Non, ce qui l'a vraiment rendu célèbre, c'est vraiment la guerre des 6 jours. Parce qu'il y a eu pas mal de publications sur 68, lui. Je n'avais pas vu de publications sur la guerre des 6 jours. Ouais. Oui, parce que dans le temps, en fait, ça c'est le temps qui passe, fait que des choses... Effectivement, la photo de Cohn-Bendit est devenue très célèbre au fur et à mesure. Avec le temps qui passe, et elle est devenue de plus en plus la représentation emblématique de mai 68. Et alors que la guerre des 6 jours, finalement, c'était célèbre. Pourquoi? Parce que c'était le premier arrivé sur le mur. Pourquoi il est arrivé premier? Parce que justement, il a déjà fait la guerre, et tous les photographes n'ont pas fait la guerre, et qu'en plus il était en Israël avant. Ça, je ne vais pas raconter, c'est trop compliqué. Enfin, plein d'éléments, puis parce qu'il était... oui, il avait fait la guerre d'Algérie, je crois que c'est ça aussi qui lui permet de passer avant tout le monde, etc. Donc ça l'a rendu célèbre parce que c'était le premier, mais c'est pas... Puis quelques-unes de ses photos quand même sont... Mais ça c'est passé un peu à l'as après avec le temps, c'est pas la même notoriété. Puis après, il a fait le Vietnam. Ouais. Bah alors le Vietnam, c'est pas forcément... Après, c'est vraiment le Biafra qui a aussi été un moment très important. Et les photos en Irlande aussi. Ouais, parce qu'il était prodigieux. Ouais, voilà. C'était... En termes de processus, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de retourner en Irlande et pas dans d'autres endroits et après, ce moment aussi, c'est comment vous avez fait pour retrouver des gens sur place? Alors, comme je disais, donc, pour chaque reportage, j'ai essayé de trouver une autre manière de rentrer dans mon reportage. Et c'est vrai que pour l'Irlande, moi je trouvais que c'est un reportage où, après justement le Biafra, où on sent qu'il a un peu perdu la foi, je crois qu'il commence à se dire qu'est-ce que je fais en fait. Ouais, c'est un peu... je pense que l'Irlande, vraiment quand on voit le reportage d'Irlande, c'est toute une jeunesse qui se bat, je crois qu'il est complètement avec cette jeunesse, même si au début il photographie les flics et tout, mais très vite il passe de l'autre côté. Enfin, il passe du temps avec eux. Enfin, on sent bien qu'il y a quelque chose qui le réjouit, quoi, qu'il a un plaisir à photographier. Enfin, un plaisir qu'il avait, je pense, perdu au Biafra un peu, quoi. Là, même si c'est dur ce qui se passe en Irlande, il y a quand même voilà, des corps qui se battent, qui résistent, qui sont enthousiastes, et je pense qu'il s'identifie vachement à eux. Et ça se voit dans les photos, et je me suis dit que, bon, il est resté longtemps, hein, pour un reportage, c'était long, il est resté presque 3 jours, ce qui est beaucoup par rapport à des fois où il est resté qu'une seule journée. Je me suis dit, bah moi j'ai envie de prolonger son geste et d'aller moi aussi voir ces gens-là. C'est possible, c'est pas très loin, c'est pas le Vietnam, c'est pas... voilà, ça parle anglais, enfin il y a une possibilité que je les rencontre. Quoi. Et puis il avait l'air tellement enthousiaste d'avoir vu, je me suis dit, bah, moi aussi je vais prolonger son geste. Et je vais aller voir ces gens, je vais essayer de les retrouver et leur montrer les photos et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent... voilà. Et du coup, ça n'a pas été très compliqué de les retrouver. Je suis allée à Derry plusieurs mois avant, j'ai rencontré d'ailleurs un centre social qui essaye pour la Turquie, qui travaille comme ça à rapprocher les communautés, qui travaille avec les jeunes, etc. Et puis eux, ils m'ont vachement aidé, ils ont publié dans un journal local... Je leur ai donné des vignettes, en fait, des visages. Et puis, on en a mis à peu près 25-30 dans un journal en disant, voilà, au mois de juillet, une réalisatrice va venir, etc. Donc, faites-vous connaître et tout. Et on n'a eu pas énormément de réponses, mais on en a eu quelques-unes. Mais ce qui était incroyable, c'est que plein de gens enfin, les quelques personnes qui m'ont répondu, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu participer au film, en fait. Parce qu'en fait, ils avaient peur de témoigner.
Vous répétez. Parce qu'il y a toujours des tensions, et puis ça a encore plus augmenté après le Brexit, mais ça c'était avant. Il y a énormément de tensions entre les communautés encore, et il y a vraiment des gens, enfin comme je raconte un peu celui qui est sur la fresque, les gens ont encore peur d'être connus, attaqués, enfin voilà. Donc ils n'ont pas. Et puis c'est pas moi je pensais que ce serait une histoire qui serait content de raconter, qui serait fière, et ça, pas du tout en fait. On voit bien la femme qui dit non mais moi je n'ai pas de vent et tout, alors qu'on voit qu'elle est devant. On parlait de la résistance tout à l'heure. Oui, bah, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que sur la résistance. Tous ces résistants en France qui n'ont jamais parlé. C'est étonnant qu'on ait. Et hélas, pareil, il n'est pas tellement. Les deux personnes qui avaient le plus envie de parler, c'est les deux sœurs. Qui elles, justement. Chercher la photo du frère. Voilà, et puis qui n'ont pas été. Elles étaient encore petites, en fait. Parce que c'est des grandes familles irlandaises, c'est comme. Donc en fait, entre l'aîné et les plus jeunes, il y a presque 20 ans. C'est une famille de 20 enfants. Et donc voilà, j'allais pas répéter ce système d'aller voir les gens. Enfin voilà, je n'allais pas non plus. Vraiment, je pense que là, toute la question de ce film, c'était vraiment et c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est de comment faire pour montrer ces photos sans être répétitif, sans être ennuyeux, sans faire non plus, sans distraire, c'est pas le problème, mais de trouver que l'intérêt soit, parce que c'est quand même très dur, quoi, à chaque fois de se dire, parce que les photos sont très fortes, et de se dire, bah là on sort de l'Irlande et on va aller, on sort du Biafra et on va aller en Irlande, on sort de mai 68, enfin à chaque fois c'est des réalités, voilà, qui nous happent, quoi. Donc moi, la grande difficulté, c'est comment je vais faire pour que le spectateur sorte de quelque chose de très fort, pour rentrer dans un autre avec autant de curiosité, quoi. C'est très réussi, madame. Oui, c'est très réussi. C'est vrai. Vraiment. Mais voilà, c'était vraiment pour pas qu'on ait l'impression que ce soit un catalogue. Vous voyez, il fallait sortir du catalogue. C'était pas une exposition, c'est pas un catalogue. Et qu'à chaque fois on rentre dans quelque chose, vraiment, c'est-à-dire qu'on ne survole pas, je ne voulais pas survoler, je voulais qu'on rentre, mais qu'on en ressort pour re-rentrer, vous voyez. Donc à chaque fois, trouver la manière de raconter, où le spectateur, il se dit, ah oui, on peut regarder les photos comme ça, ah oui, on peut les regarder voilà, de cette manière-là, de cette manière-là. Moi, j'ai eu l'impression d'être embarquée avec lui à chaque fois qu'il changeait de reportage, donc c'est réussi, pour ça, on suit. Ouais, à chaque fois, voilà. Mais il faut avoir envie de suivre la nouvelle aventure, parce que quand on est dedans, on peut avoir envie d'y rester, quoi, et de se dire, bon non, moi je veux rester là, quoi, j'ai pas envie de bouger, quoi, j'ai pas envie de... Moi-même, d'ailleurs, quand je travaillais sur ces reportages, je rentrais dans... Là, quand je travaillait sur celui du Vietnam, j'ai lu je sais pas combien de bouquins, j'ai vu des reportages, j'ai vu, pour essayer de comprendre cette colline là où il va... Tout le monde a oublié ça, d'ailleurs je le dis, ça, parce qu'il y a plein de choses que tout le monde a oublié, mais moi pour reconnaître, il fallait l'histoire de machin, l'histoire de truc, enfin, il fallait... Et puis après, quand il fallait que je me plonge après dans l'Irlande, il fallait que je sorte complètement d'un truc où j'avais été happée, voilà, donc il fallait que le film puisse permettre aussi d'aller d'un... Il y a un autre point extraordinaire aussi dans cette ascension de la colline au Vietnam, c'est où vous avez une succession de photos qu'il a fait très très rapidement dans l'enchaînement des corps. On a l'impression que les photos font un film, un film. C'est magnifique ça. Ça, c'est Alors justement, l'autre difficulté c'était ça, c'était le temps de durée de chaque photo. Parce que là c'est pareil, parce qu'un plan, il a un début, une fin quand on tourne. Un plan, il se passe des choses, il y a le son, il y a tout ça qui... Et une photo, elle ne débute pas de fin, quoi. C'est combien de temps ça dure. Et ça, là aussi, ça pouvait devenir très vite, très rébarbatif, c'est-à-dire une photo, puis une autre photo, et puis voilà, quel rythme leur donner à chaque fois. Alors évidemment, on a beaucoup travaillé sur le son, un son que je voulais pas envahir de musique, je voulais pas mettre de son réaliste, vous savez, comme des fois on met une photo et puis quelqu'un est en train de marcher, puis on entend la personne qui marche, mais je voulais surtout pas ça. Je voulais un son, mais qui soit un peu à côté de ça.
Je voulais pas faire comme si c'était une image animée, mais en même temps, en les mettant les uns derrière les autres, de temps en temps, il y a cet effet qui nous permet d'être dans le mouvement, voilà, dans son mouvement à lui. Quoi. Et donc là, les photos sont beaucoup plus rapides que d'autres moments où elles sont beaucoup plus longues. C'est d'ailleurs à ce moment-là, à peu près dans ce contexte-là, qu'il se demande quelle est sa position réelle, parce qu'il est tout le temps derrière eux. Oui, qui à un moment donné, il faut qu'il passe devant. Est-ce qu'il est au bon endroit pour faire ses photographies? Et il dit à un moment donné, il faut passer. Ouais, bah oui. C'est fou, hein. Bah, il court derrière, il se dit à un moment donné, il faut qu'il passe devant. Ah oui, c'est ça. Sauf qu'en passant devant, il prend beaucoup plus de risques. Est-ce que vous avez parlé avec des photographes qui étaient avec lui à ce moment-là, comme Depardon ou d'autres, pour essayer de comprendre un peu mieux comment... Alors, Depardon, je l'ai contacté, parce qu'évidemment, il me semblait éthiquement que comme c'était son meilleur ami, enfin... si je ne pouvais pas faire un film sans lui, s'il avait envie de participer. Sauf qu'il n'a pas eu envie. Donc voilà, donc il m'a dit non, j'ai pas envie. Sinon, Don McCullin, j'ai essayé de le contacter, mais alors lui, par contre, il est très très difficile je connaissais son nom, enfin, il a arrêté de faire de la photo, il en a eu marre lui, il a mis beaucoup plus de temps que Caron à se dire que c'est... Donc il a arrêté il y a 10 ans, je crois, à peu près, et il est en fin fond de l'Angleterre, dans une immense propriété. Il est retourné en Ukraine quand même. Ah, il est retourné en Ukraine? Ah, ça, je savais pas. Il a fait partie de ce clan des quelques vieux, là, des 70-80 ans, qui, au tout début de la guerre d'Ukraine, sont repartis là-bas. Ah oui, alors là, Chauvel, ils sont tous partis à un moment donné, et ils sont revenus assez vite. D'accord, parce que là... Mais ils avaient dit qu'ils n'y allaient plus, mais ils sont tous repartis. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça... Normalement, après ces épreuves de guerre, ces photographies de guerre, McCullin a fait des armes, des fleurs. Oui, c'est ça, voilà, des paysages et des... Paysages et armes. Voilà, et j'ai pas réussi non plus à... Voilà. Après, j'ai beaucoup lu, j'ai vu pas mal de... J'ai vu le directeur de l'agence, enfin celui qui avait été directeur de l'agence en Roth. J'ai vu pas mal de gens et tout ça. Voilà, et puis il y a celui quand même, celui qui apparaît là, je ne sais pas son nom. Pledge. Voilà, Pledge, merci, j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est pour ça que je fais des films, c'est un mois, ça. Lui, il a... on voit, c'est la discussion. Donc voilà, j'ai lu pas mal de choses, j'ai vu, voilà. Après moi, je me disais vraiment, la source du film, c'est les photos. Et je me suis dit, alors quand Depardon m'a dit qu'il n'avait pas envie d'être dans le film, j'étais très contente en fait. Très très contente. Parce que je me suis dit, je ne peux pas ne pas le mettre s'il veut y être, parce que bon, quand même, je veux dire, Et en même temps, il va faire écran, quoi. On va voir Depardon, puis ça va être Depardon, quoi. Il va voir Ouais, non, mais il est en photo, quoi. Mais il n'est pas... Vous imaginez s'il avait été là, pour parler du Biafra, ça aurait été Depardon, quoi. Et puis Caron, voilà, il va être recouvert par... Oui, puis il aurait fallu parler de tous ceux qui l'ont connu, du coup. Oui, enfin, il y avait un côté, voilà. Donc moi, même si Depardon, c'est celui qui l'a fait rentrer, c'était le parrain, mais il y en a plein d'autres qui... Oui, bon, Depardon, il aurait su faire particulière, c'est lui qui l'a amené à l'aéroport, c'est lui... Ouais. Voilà. Mais en fait, donc j'étais très contente, parce qu'en fait, je ne voulais pas interviewer des gens, ou alors juste pour nous aider à trouver la... C'est dans ces photos qu'il est. Non, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est à l'inverse complet du documentaire classique des gens disparus, où la première chose, le premier réflexe, c'est d'interviewer justement les proches, les employés, les compagnons, les disciples. Mais moi, j'avais... Alors, il y a plusieurs choses, c'est que d'abord, j'ai pas envie de ça, de faire ce jeu. J'ai pas du tout cette démarche-là, ça m'intéresse pas. Et vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir la personne à travers ce qu'elle a laissé, quoi. Vous voyez, c'est vraiment les traces, quoi. C'est ça vraiment. L'archéologie. Ouais, c'est une forme d'archéologie, voilà, tout à fait. Alors évidemment, d'ailleurs, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça que je suis un peu dans le film au début. C'est aussi parce que je voulais vraiment décaler le film de ce qui serait le biopic, alors que c'en est un d'une certaine manière, mais tellement différent de... Voilà, je vais pas raconter l'histoire de Gilles Carnot, le photographe Carnot, je vais chercher un corps au milieu de ces photos. Je vais retourner la photo sur... C'est cette entreprise-là cinématographique qui m'intéresse en fait, à travers ce travail-là. C'était pas de faire le biopic de Gilles Carnot. Et c'est aussi pour ça que je m'adresse à Gilles Caron, je dis tu.
c'est d'abord parce que j'ai passé des mois et des mois à regarder ces photos que j'ai l'impression de connaître un peu, enfin de l'avoir vraiment côtoyé, quoi, parce que c'est tellement... Et puis parce que ça me semblait très loin après tout ce travail, et puis que c'était une manière aussi de dire tu, c'est une façon de le convoquer, quoi. Si je dis tu, c'est qu'il est là, quoi. Mais avec nous, quoi. Enfin avec vous, quoi, qui regardez, avec nous, qui parlons, tu... Et vous savez si Clémentine a vu le film ou pas? Ah oui, puis j'étais là avec elle quand elle a... J'ai invité la famille à voir le film avant, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, elle s'intéresse pas, mais au fond, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Mais non, c'était super important pour elle, en fait, le film. Elle était très bien accueillie par la famille. Et vous avez consacré combien de temps entre le moment où vous avez l'idée? Beaucoup. Ça représente combien? J'ai du mal à me représenter moi. En fait, déjà le travail, donc pour remettre en ordre les photos, après que j'ai remis en ordre les photos, je me suis dit, bon maintenant, ok, maintenant j'ai remis en ordre. J'ai accumulé un nombre d'informations absolument colossal. J'aurais pu écrire 3 livres, 4 films. C'est pas du tout, je sais pas exploiter les films comme ça. Voilà. Et après, je me suis dit, bon, maintenant, comment je fais avec tout ça, quoi. Il faut que je me débarrasse de toutes ces informations. Tout ça, donc comment je vais écrire ce film, enfin comment je vais le structurer, comment je vais parler de toutes les questions voilà, de mise en scène, ça m'a pris encore un temps incroyable. Donc j'ai dû passer presque 1 an et demi ou 2 à écrire le film. Après, on a eu du mal à trouver l'argent, beaucoup de mal. Donc j'ai eu une avance sur recette, ça c'était facile. Mais après, personne... Non. Pas Arte, pas France 3, pas Canal, on a cherché en Suisse, parce que la fondation est suisse, pas la Suisse, personne. Donc à un moment donné, je me suis dit, le film ne va pas se faire, parce qu'on n'a pas assez d'argent avec l'avance, c'est pas possible. Et puis du coup, il y a eu Nuit debout. Et comme j'en avais marre d'attendre et de rien faire, et aussi peut-être parce que je m'étais intéressée à Carlon, j'ai pris ma caméra et je suis allée filmer Nuit debout. J'ai fait l'assemblée avec l'argent, enfin avec mon compagnon qui est producteur aussi, mais avec notre argent, on a mis notre assurance vie, on a fait un... Enfin bref, non mais vraiment, c'est un peu... Voilà. On a réussi à faire le film, il est allé à Cannes et tout ça, donc le film est sorti et tout. Vraiment de justesse, on a réussi, voilà. Et puis mon producteur a dit, bon bah quand même, vous avez réussi à faire un film avec 0 centime, là il y a l'avance, on n'a pas de quoi faire le film, bah, je mets tout le reste. C'est-à-dire le producteur a décidé de mettre tout le reste de l'argent qui nous manquait. Ce qui est quand même assez rare, enfin même, ça n'existe plus. Exceptionnel, ça n'existe plus. C'est-à-dire, malheureusement il a arrêté là, donc j'ai plus... Ça fait 30 ans que je travaille avec lui, il vient de s'arrêter là. Pour moi c'est un peu dur. Mais voilà, donc il a mis, et du coup le film a reparti. Donc en fait, en vraie année j'ai dû mettre 4 ans, mais sur le temps ça a dû mettre 5 ou 6 ans. Enfin, entre le moment où j'ai commencé. Mais de travail vraiment, c'est 2 ans plus 1 an de montage, entre 3 et 4 ans. C'est à peu près la durée, en fait, 3 ans, il faut faire un film, il faut au moins 3 ans. Un documentaire, c'est au moins 3 ans. Et quand vous faites ça, vous faites rien à côté, vous consacrez 100% au projet. Ah oui, complètement. D'accord. Oui, parce que c'est... c'est beaucoup de... Ouais, c'est vraiment une immersion totale. C'est ça, on est dans un état d'esprit. Il n'y a rien d'autre qui intéresse. Si on fait autre chose, on perd le fil. Voilà. Sauf que là, j'ai coupé en 2 avec l'assemblée, mais quand j'ai fait l'assemblée, j'ai fait que l'assemblée, je pensais plus à Carlon. Enfin, si, j'ai pensé un peu de Paris, c'était les événements. Du coup, j'ai fait. Des fois, la coupure fait du bien. Quand on revient après dans le projet, on a pris un peu de recul. Moi, j'ai une question par rapport à la vie du film, puisque j'ai plus les dates en tête, mais on a eu le moment du Covid. Et au moment de la sortie du film, est-ce que ça a impacté? Ah bah ouais, parce qu'en fait, il est sorti en janvier, donc il a eu une belle sortie, une belle presse, enfin vraiment, ça marchait bien, quoi. Et puis en fait, au bout de 6 semaines, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu le Covid. Donc voilà, ça s'est arrêté. Et donc après, il est passé, ils l'ont mis en VOD.
pendant le confinement, je l'ai mis en VOD. J'ai accepté parce que je ne savais pas ce que ça allait devenir. Nous, on pouvait le passer, je crois, en plus après, mais il y a de nouveau un autre confinement. Oui, c'est ça. Il y a 2 secondes, voilà. Enfin, de toute façon, il était passé en VOD, donc il y avait quelques personnes qui me demandaient, mais les salles, elles ne le prenaient plus. Enfin, c'était plus circuit normal. C'était vraiment exceptionnel. Donc. Et tous les festivals où je devais aller, je suis allée à Toronto, à Jérusalem, à machin. Bon, je suis allée nulle part parce que c'était le confinement partout. Et est-ce qu'il a eu quand même une belle vie? Est-ce que vous êtes rentré sur cet aspect-là financier dans Financièrement, mon producteur, je crois que ça va à peu près, oui, quand même, un peu. Enfin, je sais pas trop, en fait, on n'en a pas... Enfin, non, pas vraiment, je pense. Non, c'est-à-dire, c'est frustrant, quoi, parce que... Bon, heureusement, il est sorti, il y a des gens qui sont encore pires, les réalisateurs, le film sortait pile la semaine du confinement, et eux, c'est vraiment... ça, c'est vraiment terrible. Ça, c'est... Non, ça, c'est... Donc, il y a encore pire que moi, bien sûr, comme vous. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant. Ouais. Autant de temps de travail, et puis que le film... et puis que le film, il fonctionne, quoi. Et puis, il y a des spectateurs, que ça se plaît et tout, et puis de se dire, ça part comme ça, c'est un peu dur. Parce qu'après, en VOD, c'est pas du tout la même vie. Et puis en plus, un film comme ça en VOD, c'est sur son ordinateur, c'est pas pareil. Ce qui est beau là, c'est d'avoir les photos en très très grand. Ces photos qu'on est habitué, là, de les voir en beaucoup plus grand que soi, elles prennent une ampleur justement cinématographique, même ce qui fonctionne dans cette vitesse, etc. C'est pas du tout pareil de voir sur son écran. Tout d'un coup, c'est cette matière un peu hétérogène. Elle explose un peu, quoi. Il faut quand même la salle pour unifier avec le son, avec tout ça, c'est important. Quoi. Donc, voilà. Mais bon, de temps en temps, voilà, comme ça, tu me dis, on m'invite encore à montrer le film. Et puis bon, un film, c'est pas comme le poisson, hein, ça tient longtemps. Ça tient longtemps, hein. Il n'y a pas de date de péremption, même si on voudrait nous faire croire que si, et qu'on nous passe de plus en plus vite. 3 semaines, hop, on nous éjecte des salles. Un film, en fait, c'est fait pour durer, c'est pas un produit de consommation. Voilà. Ouais. Pour ceux qui le souhaitent, merci beaucoup. Merci à vous.